Moi aujourd'hui, j'ai une fille de 13 ans. Ouais. Si elle n'est pas médecin, j'ai raté ma vie. Mon meilleur objectif, donc moi quand j'ai commencé, c'était faire les Jeux Olympiques. Quand je n'ai pas pu les faire en 96, j'ai tout de suite changé d'objectif, devenir professionnel et être champion de France. Encore une fois, je suis en total désaccord sur les théories qui sont très utilisées en France. La défaite constructive. On n'apprend pas dans la défaite, on apprend dans la victoire. Dans la défaite, pour moi, on n'apprend rien. Je peux plus y rentrer. Ah oui. On m'arrête à l'aéroport si j'y vais. Moi, mon fils sera pas plombier, c'est tout. Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zero to Hero. Ça y est, la rentrée des classes est passée. C'est un nouvel épisode que nous sortons aujourd'hui avec un invité assez spécial, je dois dire. C'est Maillard Monchipour, 6 fois champion du monde de boxe. D'ailleurs, avant que je parle, vous allez avoir une intro un petit peu de ses combats, de son parcours, etc. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir une discussion avec une personne qui représente parfaitement Zero to Hero, à savoir un autodidacte complet. Et donc aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler. On va retracer ton histoire, ton parcours, tes réussites, tes échecs, surtout ceux que tu en as appris. Je suis très content de t'avoir, Maillard. Comment tu vas ? Bonjour, tout va bien. Tout va bien, Maillard est en pleine forme. Alors écoute, peut-être pour démarrer un petit peu et pour que les gens peut-être comprennent un petit peu mieux qui tu es, ton parcours, on pourrait commencer peut-être par d'où est-ce que tu viens, comment t'en es arrivé peut-être d'abord en France puisque tu es iranien et ensuite comment t'en es venu à la boxe. Donc comment t'es venu cette idée de venir en France, comment ça s'est passé pour toi ? Moi, je m'appelle complètement Maillard Monchipour Kermani parce que mon père est d'une famille, il est né à Kerman, qui est une région au sud-est de l'Iran, pas tout à fait proche, mais pas loin du Pakistan et de l'Afghanistan à l'est. Ma maman est une Kurde, donc de l'ouest de l'Iran, proche de la frontière turque. Ils se sont rencontrés à Téhéran, je suis né, ils sont séparés. Et j'ai grandi chez une de mes tantes de l'âge de 1 an et demi à 6 à Kerman, donc la ville. Je suis parti ensuite, mon père s'est remarié pour me fonder un foyer. Je suis parti à Téhéran jusqu'en 6e. J'avais sauté une classe, j'ai vécu 5 ans là-bas. Et ensuite, en 1986, le 15 août, j'ai débarqué à Poitiers chez ma tante parce qu'il y avait la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans, qui a fait entre 500 000 et 1 million de morts du côté iranien. C'était terrible. Voilà, mon père avait décidé de m'envoyer en France pour me protéger. D'accord, ok. Et du coup, comment t'en es ? Donc, t'es arrivé en France. Est-ce que déjà, t'avais déjà un appétit pour la boxe, pour ce sport ? Qu'est-ce qui t'a amené du coup à débuter ce sport, tout simplement ? Dans un premier temps, pas du tout. Les Iraniens font partie des peuples, ils ne sont pas les seuls, mais des peuples qui savent que le seul salut de leurs enfants, c'est les diplômes, les études, les études, les études. Il y a la communauté juive qui est dans ce cas-là, il y a les Japonais, les Chinois, et surtout pas les Français. Malheureusement, on a perdu ça en France. Donc moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de boxe, c'était juste les études. J'étais prévu pour être médecin. Et donc le sport, c'était bien pour s'aérer l'esprit, pour mieux travailler. Quand tu dis j'étais prévu, c'est tes parents qui... Enfin, toute la famille. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille de 13 ans. Ouais. Si elle n'est pas médecin, j'ai raté ma vie. Si elle n'est pas médecin, si elle n'est pas chirurgien, si elle ne va pas soigner des populations pauvres en Afrique ou en Asie, j'ai raté ma vie. L'école est gratuite en France. Elle est fille unique d'une maman extrêmement riche et aimante, d'un papa aimant. Si elle n'est pas médecin, c'est que j'ai failli. On est là-dedans et on a raison. Alors moi, je me suis un peu ramolli au contexte de la culture française. Et j'ai découvert la pratique sportive. Et donc, moi, j'étais très bon au handball et en athlétisme, demi-fond. Et j'ai découvert la boxe, rien à voir, tardivement, en 5e ou 4e, au collège Ronsard, Pierre de Ronsard, par un professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, non titulaire, donc qui faisait 1 an dans chaque établissement, Thibaut Didry. Il nous avait acheté des gants de boxe avec le budget de l'école et il nous avait fait des cours de boxe
en cours d'éducation physique et sportive, et puis entre midi et deux. Au lycée, je me retrouve au lycée Camille Guérin, le meilleur établissement, le lycée à Bac, le Henri IV Poitvin. Et lui, donc c'est une année en terminale. Quand j'étais en terminale, il se retrouve dans mon établissement. Et il était en même temps notre voisin dans une cité HLM, les Couronneries à Poitiers. Ok. On en a discuté. En gros, octobre, novembre, décembre, pendant 2 mois et demi, 3 mois, 1, 2, 3 fois par semaine, on débauchait. Moi, au lieu de rentrer avec le bus, ça prenait vraiment 45 minutes. On rentrait à moto en 3 minutes. Okay. On allait dans son appartement qui était à 50 mètres de celui de ma tante. Et dans son salon qui était aménagé en 2 jours, il y avait des tatamis, il n'y avait pas de meubles. On faisait de la boxe. Ouais. Et puis, je rentrais à la maison, ni vu ni connu. D'accord. Fin décembre, vacances de Noël, il me dit Maillard, il faut qu'on arrête de bricoler les conneries. La phrase c'était il faut qu'on arrête les conneries. Tu vas aller au club, dans un club quoi. Donc la SPTT Boxe à Poitiers. Au mois de janvier, pendant les vacances, j'en parle à ma tante. Elle me dit tu te débrouilles avec ton père. Moi, la boxe c'est un sport de voyous, moi pas moi. Mon père est aux Pays-Bas, on l'appelle, il raccroche. Il dit pas oui non, ça veut dire c'est non. Hein. Il raccroche. Donc bon, j'ai presque 18 ans, j'ai 18 ans moins 3 mois, je suis né le 21 mars. Je fais mon premier acte d'indépendance de grand, donc je prends la boxe, je commence la boxe dans un club en janvier 93, à presque 18 ans. Voilà. Et puis après... Et qu'est-ce qui se passe du coup tout de suite tu deviens amoureux de ce sport? Qu'est-ce qui fait que du coup... je l'étais déjà, j'adorais, après quand je l'ai découvert un peu plus, j'ai beaucoup aimé, surtout... Ouais. C'est surtout quand tu réussis, quand un enfant va à l'école et qu'il réussit dans les cours, il rentre à la maison, il travaille. Ouais. Et celui quand on dit t'as encore Maillard, t'as rien compris, tu sais pas écrire, tu sais pas lire, quand Maillard il rentre à la maison, il va pas essayer d'apprendre à lire et à écrire, il dit c'est mort. Donc quand tu es dans la réussite, tu l'amplifies, quand tu es dans l'échec, tu vas plus bas que terre. Donc moi en fait j'étais fait pour ça, ça allait très vite. J'ai fait mon premier combat. Je commence donc en janvier 93, les entraînements. Et j'ai dans mon carnet, ça doit être mars ou avril. Je crois que c'était juste avant mes 18 ans. J'ai fait mon premier combat donc amateur. Au bout de 3 mois d'entraînement, ce qui est trop court. Il faut 1 an de pratique. Ouais. Donc voilà, après ça allait tout. Je gagnais mes combats. Tu as eu combien de combats amateurs au total? 42 en 3 ans, ce qui est très, très peu. J'ai beaucoup boxé. Okay. J'étais pas français en plus. En gros, de décembre à février, pendant 3 mois, c'était les championnats de France qui s'enchaînaient. Donc, il y avait très peu de combats autour. Je devenais champion de régional et donc, normal, je n'avais pas le droit de faire les championnats de France, donc je ne combattais pas. Donc, en 3 ans, 42 combats, c'est super. Voilà. Ok. Et tu dis que ça a été très vite pour toi, c'est-à-dire que à quel moment tu t'es dit ou tu as senti que vraiment tu étais fait pour ça et que tu avais une rapidité d'apprentissage plus rapide que les autres, que tu avais peut-être un mental qui était différent? Aussitôt, je m'en suis dit. Moi, en fait, quand j'ai commencé, je commence en janvier 93 parce que je prends la décision l'été 92. L'été 92, c'était les Jeux Olympiques de Barcelone. L'Iran, révolution islamique 1979, interdiction de plein de trucs. Ils n'avaient même plus le droit de respirer, notamment dans le sport. Il n'y avait plus de boxe parce qu'on considérait que c'était un truc contre nature et tout. Donc, pour la première fois après la révolution, 3 athlètes iraniens s'étaient qualifiés pour le tournoi olympique de boxe. Et celui qui deviendra plus tard, donc qui était capitaine de l'équipe, qui deviendra plus tard un des entraîneurs de l'équipe nationale, il monte sur le ring sans gants. Et donc, il est disqualifié. Ah ouais. Et donc, moi, quand je suis rentré à l'école en septembre, en terminale, mes copains me chambraient en disant en Iran, vous savez pas qu'on fait de la boxe avec des gants. Voilà, c'est marrant, oui, c'est marrant. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire de la boxe, je vais représenter l'Iran à Atlanta, 96. 4 ans après, c'est impossible normalement, pour montrer qu'on sait porter les gants. J'avais pas le niveau tout à fait, mais j'avais le niveau à peu près. Je suis allé en Iran en 96 pour aller participer aux
au tournoi de qualification olympique à Bangkok. On ne m'a pas donné le visa pour aller de l'Iran à Bangkok. Je suis rentré, je suis passé professionnel aussitôt. Ah oui. La bouclée de bouclée, donc au bout de 3 ans et demi de pratique, très rapidement. Ok, et pour être pro, il fallait combien de combats exactement? Il n'y a pas de limite, il faut avoir plus de 20 combats, un palmarès positif. Parce qu'en fait, par exemple, là aujourd'hui, il y a en gros 400 boxeurs avec un statut sportif, pas financier, sportif de professionnel en France. Il n'y a pas que des champions de je sais pas quoi dedans. Il faut bien qu'il y en ait d'autres qui sont moins bons, qui se fassent casser la tête pour que les autres gagnent. Donc il y a le minimum pour passer professionnel, c'est pas très compliqué. Je l'avais largement. Moi j'avais 42 combats, j'avais 10 victoires presque. La question ne se posait pas. Aujourd'hui, je crois qu'il faut, aujourd'hui là, à l'instant même, il faut, si je ne me trompe pas, il faut avoir 20 combats amateurs, un palmarès positif, ça veut dire avoir 11 victoires. Et avoir participé aux phases finales, c'est-à-dire au-delà des régionaux et des championnats de France. Ça ne va pas chercher loin. Et est-ce que justement, quand tu as enchaîné ces 42 combats amateurs, tu as eu des moments vraiment de doute? En fait, tu t'es dit tout de suite quand tu as démarré la boxe que ça allait être vraiment ton domaine dans lequel tu allais devenir excellent et où tu allais gagner ta vie? Mais pas à quel niveau, je n'en savais rien. Okay. Quand je fais des interventions en entreprise, ce que je raconte sur comment se fixer les objectifs. Le premier objectif, donc moi quand j'ai commencé, c'était faire les Jeux Olympiques. Quand je n'ai pas pu les faire en 96, j'ai tout de suite changé d'objectif, devenir professionnel et être champion de France. Parce qu'à Poitiers, notre petite ville, il n'y avait jamais eu de champion de France professionnel. C'était mon objectif, c'était le but ultime. Avant d'être champion de France, bien avant, je me suis rendu compte que je pouvais aller au-delà. Et donc, quand je deviens champion de France, mon but n'était plus d'être déjà champion d'Europe, même si j'ai fait 3 champions d'Europe. C'est que je regardais le monde. Voilà, les objectifs sont venus au fur et à mesure de la progression, ce qui est normal. Et est-ce que tu as eu, durant du coup, ce chemin, dans tes débuts pro, vraiment des moments où tu t'es dit, tu étais à 2 doigts d'abandonner, peut-être des doutes, et c'était à quel moment et comment tu es passé au-delà de ça, dans ces moments compliqués que tu as pu... Ça arrivait plusieurs fois en boxe amateur, pas en boxe professionnelle. En boxe amateur, comme j'ai gagné mes premiers combats très rapidement, très vite, les gens ne voulaient plus me rencontrer. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire casser la tête. Et donc, il a fallu que je rencontre des gens trop au-dessus de moi, trop forts. Ah oui. Soit trop lourds, soit qui avaient 5 fois plus de combats que moi, soit qui étaient internationaux et tout. Et donc, moi, en boxe amateur, j'ai 7 défaites. C'est très précis. Entre la fin du premier tiers et le début du troisième tiers de mes combats, j'ai eu à un moment donné, je gagnais une fois, je perdais une fois parce que je rencontrais des gens trop forts pour moi. Là, les doutes étaient là et je me suis accroché. Et après, quand ma boxe s'est mise en place, j'ai eu 17 victoires d'affilée avant ça. Ouais, t'as enchaîné 17 victoires, donc invaincu 17 fois. En amateur, ça veut dire une fois que j'étais en place, j'ai tout gagné et j'étais imbattable en France. Donc les doutes, c'était vraiment au milieu. Pas au début de carrière, je gagnais, pas à la fin de la carrière amateur. Au milieu, j'étais fort, mais il me manquait un bagage technique qui ne m'a pas permis de tout le temps gagner devant des gens très forts. À ce moment-là, mais c'est le seul moment. Et est-ce que quand tu enchaînes 17 victoires d'affilée, ça généralement, on peut le voir aussi, même dans le business, c'est des fois, parfois, avoir l'excès de confiance, de dire, j'enchaîne 17 victoires d'affilée, ça y est, je suis imprenable. Est-ce que tu n'as pas eu ce truc où tu te dis, putain, ça y est, en fait, je suis au-dessus des nuages, tu vois? Non, mais si je l'ai eu, c'est un plus. Moi, je suis un peu à l'image de ce que je disais. Je suis toujours dans le positif. Quand je disais que par exemple, moi, si j'étais professeur de PS, un professeur de maths, de physique, je montrerai toujours à mes élèves le petit bout, le gros bout qui va bien. Et je ne pointerai pas du doigt ce qui ne va pas. Et là, je dirais, tiens, ça, tu pourrais le faire autrement. Je suis toujours dans le positif. Et donc, excès de confiance, tant mieux. Aujourd'hui, par exemple, en boxe ou au marathon ou au foot, ceux qui ne gagnent pas, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Ils sont dans la retenue. En boxe, les mecs, ils sont extrêmement bien entraînés. C'est vrai, ça. Le combat est fini en 3 rounds. Et il dit, j'aurais pu en faire plus. Oui, fais-le alors. Non, je suis là, encore une fois, je suis en total désaccord sur les théories qui sont très utilisées en France. La défaite constructive, il n'y a
Pas de défaite. On n'apprend pas dans la défaite, on apprend dans la victoire. La défaite, après, il faut l'analyser et savoir pourquoi tu as perdu, mais tu apprends dans la victoire. On apprend, non ? Pardon ? On apprend, du coup. Si on analyse la défaite, on la comprend pour pas faire les mêmes erreurs. Oui, mais c'est dans la victoire que tu apprends. Ah ouais, tu apprends quoi dans la victoire ? Regarde, ton gamin fait une bêtise, tu lui mets une grosse gifle, la défaite, mais il n'a rien appris. Oui. Tu lui expliques, tu dis ouais mon pote, mon chéri, tu l'embrasses ou tu le fâches, tu lui dis il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Là il apprend. Dans la défaite pour moi on n'apprend rien. C'est-à-dire la défaite après il faut la gérer, il faut se remettre en question, savoir pourquoi on a perdu. Mais je préfère gagner que perdre. Et c'est dans la victoire qu'on n'apprend pas dans la défaite. T'as appris quoi toi dans tes victoires ? Par exemple que j'étais fort, que je pouvais y aller et que j'étais plus fort que Dieu. Je suis plus fort que Dieu n'existant pas, je suis plus fort que lui. Mais j'apprenais que j'étais fort. Ça renforçait ta confiance. Là-dessus, à 48 ans, j'ai fait... Et je dis pas que j'ai raison, c'est ma façon de parler, de penser. On apprend dans la victoire et on apprend dans le positif. J'ai déjà repris, je crois, deux occasions des éducateurs sportifs, d'autres sports. Quand on était en stage, nous, je le voyais, j'ai vu un jour, il y a des jeunes, on était en stage, qu'à des juniors, pareil, 14-18 ans, je sais pas où, à Grenoble. On était dans un gymnase qu'on partageait le samedi, il y avait un match de basket ou de handball, je sais pas, un match de terrain de collectif, et c'était des gamins de 13 ans. Et l'éducateur, alors je ne sais pas salarié ou bénévole, je ne sais pas s'il était frustré ou pas, il leur passait un savon à la mi-temps dans le vestiaire. Ah ouais ? Interrompu. Ils sont là pour apprendre l'esprit d'équipe, la stratégie, la santé, essayer de gagner. Mais donne-leur des solutions, ne les engueule pas. On n'apprend pas dans la défaite, on n'apprend pas dans l'engueulade. Voilà. Et moi, c'est une question aussi un peu personnelle, notamment dans les sports de combat. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, tu vois, comme tu dis, les meilleurs combattants sont ceux vraiment qui ont une vraie confiance en eux ? Et est-ce que c'est vrai que, notamment dans la boxe, un combat se gagne aussi par l'intimidation, tu sais, le face-à-face, le regard... Non, ça c'est bullshit, c'est pas vrai ? Bien pour le... Non, c'est pas vrai. Ça sert à rien, ça. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Et dire que j'ai des coronesses et puis je suis plus homme que toi, ça sert à rien. Ça. Non, c'est vraiment quand le combat démarre que tout se joue. Ouais. T'as déjà eu des combattants qui ont été déstabilisés, toi, avec toi sur le ring ? Vraiment, non pas forcément. Alors oui, par tes coups, mais aussi peut-être par ta présence. Salim Mechkoun sur les 2 champions du monde. Quand je deviens champion du monde au Futuroscope, je bats le champion du monde en titre. Et donc, premier champion du monde. Et le 3e, c'est je lui accorde la revanche. La force de l'esprit. À 3 semaines du combat, il y a une émission Jeudi Box qui est enregistrée, donc qui sera diffusée à 1 semaine du combat. Le combat, ou à 1 semaine ou à 2 jours du combat. Le jeudi, du samedi ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Quand je suis à Saint-Galmier, je suis où ? Mon camp d'entraînement ? Non, mon camp d'entraînement, je le fais... Non, je ne sais pas, à Saint-Galmier, je crois. Et donc, on fait une journée off. Je viens à Poitiers, la veille. Et le lendemain, je fais l'aller-retour Paris pour l'interview. Et quand je viens à Poitiers, la préparation, on le faisait à Blagnac, en plein air, parce que le combat était en plein air. Voilà, maintenant, je me rappelle très bien. Le soir de l'enregistrement, l'après-midi de l'enregistrement, je prends le dessus grave psychologiquement, parce que j'ai dit sans fanfaronner que j'allais gagner. Dans la conférence de presse ? C'est pas une conférence de presse, oui, c'est un enregistrement de télé. Il était là. Ouais, on était moi, lui et Jean-Claude Boutier. Enfin, il y avait 2 journalistes, dont Jean-Claude et nous 2. Et je dis très calmement que, Salim, j'ai servi de sparring partner 7 fois. J'étais étudiant, j'avais du temps. À chaque fois qu'il avait besoin de s'entraîner, il était meilleur que moi. Il était champion d'Europe et tout. J'allais lui servir de sparring. La première fois, j'étais dépassé. Les autres fois, ça s'est mieux passé. Les 2 dernières fois, avec des gros gants d'entraînement. Tu lui as marché dessus. Voilà. Ouais. Et donc, je le connaissais par cœur et j'avais pris le dessus. J'étais sûr que j'allais gagner.
avec une assurance, mais je sais qu'il a dû pas endormir de la nuit. Parce que la nuit, quand il est dans son lit, c'est vrai, avec des gros gants, il me faisait mal. Ah oui, zut. Et il faut savoir que, donc imaginons, c'est le mercredi l'enregistrement, le mardi après-midi à Poitiers, je me suis fait infiltrer dans la colonne vertébrale par le médecin spécialiste du rachis, parce que j'arrivais même plus à marcher. J'avais un œdème à la colonne vertébrale, un pincement. J'arrivais même pas à marcher à 3 semaines du combat. Et pourtant, au lieu de demander un report, le lendemain, on est en machin, je dis je vais gagner. Et oui, si je fais ça, je suis un fou, je suis plus fort que tout le monde. Voilà. Une partie 51%, on ne va pas dire 90%, ça ne veut rien dire. 50%, c'est la majorité de la pratique sportive, des victoires, des défaites, c'est le psychologique, le mental et tout. Voilà. Et donc, du coup, là, et ensuite, tu as gagné. Et tu as su vraiment, dès le début du combat, que tu avais l'ascendant psychologique sur lui, quoi. Mais je le savais. Ah ouais. Les paris n'existaient pas. Si les paris existaient, j'aurais mis 100 000 euros chez un copain pour qu'il parie sur moi parce que je n'étais pas favori et on aurait gagné le pactole. Voilà. Ouais. Je savais que j'allais gagner. Et donc top. Et du coup, il y a aussi cette période, moi on va dire, c'est là où je t'ai connu. Alors j'étais vraiment gamin. C'est quand du coup, Didier, donc mon père, avait la pataterie. Et du coup, il y a eu cet épisode, c'est là moi où je t'ai connu en tant que jeune gamin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période où du coup la pataterie est devenue sponsor de ta carrière pendant une certaine durée? Comment ça s'est passé un petit peu cette rencontre avec papa? Et qu'en fait, en boxe, surtout, donc on habite dans les petites villes, il y a peu de partenariat, de soutien. C'est le cafetier du coin qui te file le prix de ta licence ou qui te paye ton short avec son logo dessus. Ouais. Et donc, à l'époque, j'avais donc rien. Ton père, Didier Lambert, donc il tenait un bar pas loin de là où j'étais. Après, quand il s'est franchisé dans la chaîne de restaurants La Pataterie, alors, avoir la patate et tout, c'était marrant, il y avait un lien. Et on s'est rapprochés l'un de l'autre. Il m'a présenté aux franchiseurs, ça veut dire aux patrons du groupe, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 6 ou 7 en France à l'époque, on est en 2002, hein. Et ils m'ont suivi sur un an. Donc j'ai eu un contrat avec la franchise, ça veut dire la marque. Ouais. Et c'était rigolo quand je gagnais, il y avait marqué La Pataterie sur mon short. Ah, excellent. Et du coup, ça a duré combien de temps cette aventure? Un an et demi. Un an et demi. Ok. Et donc ça, c'était, pour resituer, c'est la première fois où tu es devenu champion? 2002-2003 sur les championnats d'Europe et le premier championnat du monde. Ok. Donc premier championnat du monde, tu gagnes. Et ensuite, t'en enchaînes 6 de suite? Oui, j'en fais 7 et je perds le 7e. Donc j'ai gagné 6 championnats du monde. Ok. Et donc là, j'imagine que ce soit... déjà, on va dire, ta vie, elle change parce que sportivement, tu te hausses au plus haut niveau dans ta discipline. Financièrement, j'imagine que ça va beaucoup mieux pour toi. Tu fondes ta famille. Qu'est-ce qui change, en fait, quand tu passes de cet adolescent passionné et bon dans un sport à champion du monde, dans ta ville, reconnu? Qu'est-ce qui change peut-être dans ta psychologie? Tu vois, on dit que le succès, des fois, peut changer les gens. Toi, c'est quoi ta vision? Ce qui a changé... c'est que donc en allant à Toulouse en l'an 2000, je suis allé à Blagnac mode de 2000, donc 96 je commence, 93 je commence, 96 je passe professionnel, donc je suis à Poitiers tout ce temps-là, de 96 à 2000, en 4 ans je suis à Poitiers, comme le club, c'est normal, à un moment donné ne pouvait plus suivre, je vais à Blagnac, Toulouse, chez celui qui est maintenant considéré comme le meilleur entraîneur français de club, Mohamed Benama. Ce qui change vraiment, c'est qu'à partir de cet instant-là, sur une période de 3 ans, j'étais très reconnu en France, tout le monde me connaissait, j'avais gagné le fait de dire, ce gamin qui arrive à l'âge de 10 ans d'un autre pays, c'est un Français comme un autre. Alors j'ai gagné, le reste je m'en fous, hein. Le
reste, c'est du pipeau, c'est pas important. De quoi le reste, tu parles de quoi? Le reste, mais j'en sais rien, l'argent. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui était important, pour toi, là, je le raconte souvent comme histoire, mes 2 plus grands événements, pas plus grands, j'ai fait la finale de la Coupe du Monde à Paris de rugby, mais les 2 plus grands événements sportifs auxquels j'ai kiffé d'assister, c'était champion du monde de boxe au Madison Square Garden avec 2 communautés, 2 Abjuda, un noir new-yorkais juif, contre Michel Cotto, portoricain. Voilà, c'était génial, ça m'a appris beaucoup de choses, mais j'ai surtout été... également, j'ai assisté dans l'avion du président, on m'a amené dans l'avion de Sarkozy au quart de finale à Cardiff, All Black France quand ils ont gagné. Ouais. C'est quand même mon souvenir sportif. Ah oui. Quand pendant le haka, les Français s'avancent presque sur le demi-terrain de l'autre, on s'est dit tiens, il va se passer un truc. Voilà. C'est ça le plus kiffant. C'est de pouvoir être partout et te regarder comme un Français comme un autre. C'est ça le plus important. Et c'est quoi, tu dirais, peut-être les inconvénients que tu as pu avoir de par ton statut? Rien. Ah ouais? Rien. T'as pas eu, je sais pas moi, par exemple, le regard des autres qui ont peut-être un peu changé sur toi, ça t'a pas... Non, je suis toujours resté à Poitiers, j'ai pas changé d'entourage. Mais peut-être des gens, tu sais, qui te connaissaient pas ou pas beaucoup, qui ont commencé à... Ouais, mais ça c'est normal, mais ça, rien. ouais. Si t'es pas content, si ceux qui voient ça comme un inconvénient, ils ont qu'à aller travailler dans la banque ou au restaurant du coin et puis on les envoie. C'est rien ça. Ouais, donc, et si par exemple, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple si tu as un jeune, tu vois, un jeune peut-être, tu vois, comme moi, j'ai 26 ans, ou alors qui veut se lancer peut-être, tu vois, dans le business, ou un autre qui souhaite vraiment faire carrière dans le sport, c'est quoi on va dire, j'aime pas dire conseil, mais qu'est-ce que tu dirais de par ton expérience? Ouais. Je répète ce que dit Mohamed Benama, qui est un modèle pour moi sur plein de pans. Et il dit, notamment pour la boxe, il dit fais-le à fond ou ne le fais pas. Comme je dis, va travailler au Leclerc du coin. Arrête de faire semblant. Fais-le à fond, ne le fais pas. C'est tout. Il y a que ça. Triche pas. Après, tu iras, selon tes possibilités, à un niveau donné là ou très haut. Mais ne triche pas. Si tu veux faire semblant, parce que dans notre sport, il y en a plein, ils veulent tous être comme Mayweather, comme Yao, j'en sais rien, et ils en ont ni les capacités mentales ni physiques. Triche pas. Fais autre chose. Et si tu veux tricher, je sais pas, va travailler au Leclerc du coin. Va travailler à la banque du coin. Mais tu trouves pas que c'est difficile pour un athlète de reconnaître que en fait j'ai pas le niveau technique pour aller... J'en sais rien. Mais c'est pas grave. Il faut être vrai il faut être vrai avec soi-même. Ouais, c'est important. Ouais. Il y en a qui se mentent peut-être beaucoup. Et ils sont champions des réseaux sociaux ou des vidéos. Ouais. On le sait partout. Pas que dans le sport. En tout cas, bref. C'est très simple. Triche pas. Fais-le à fond. Si tu n'arrives pas à le faire à fond, et puis tu atteindras ton niveau avec ton potentiel propre, va faire autre chose. C'est simple. Et psychologiquement, est-ce que il y a des clés, tu vois, des comportements à avoir qui peuvent aider vraiment à la réussite selon toi, qui t'a aidé dans la boxe? Avoir alors le mot m'échappe, avoir des habitudes, des cérémoniales à répéter. Par exemple, nous, dans le vestiaire, c'est pas du gris-gris, c'est pas des machins, c'est cérémonial. Les vêtements, ils sont comme ça, ceux qui rentrent dans le vestiaire, c'est ça. À tel moment, on fait les bandages, on s'échauffe comme ça. C'est d'avoir des habitudes et de pouvoir les répéter, ça rassure. Ça rassure. Et je reviens encore une fois, prendre confiance en soi. Il n'y a que ça. Chacun, tout le monde ne peut pas être médecin chirurgien. Moi, je fais ce qu'il faut pour que ma fille soit médecin chirurgien. Elle va y arriver. Elle le veut? Oui. Ça, c'est la vraie question du français. C'est vraiment la culture française, avec le fameux il fera ce qu'il veut, il fera ce qu'il pourra. C'est à son niveau. Il dit oui, si depuis tout petit, tu dis au gamin, moi j'en vois plein, le gamin de 16 ans, il a trouvé
un employeur pour faire un BEP, ils vont au restaurant avec la grand-mère, fêter ça. Moi, ma fille, si elle devait faire un BEP, je peux vous dire, hein, je lui prends un avion, je la mets en Iran, et comme elle est jolie, je la marie à un riche iranien. Je rigole, mais voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de... Non, Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Vous savez, tu sais, il y a autre chose, parce que ça va. Ouais, on est dans un pays où tout est gratuit. Ouais. Chacun peut réaliser jusqu'au... Moi, ma tante était elle était institutrice en Iran. Elle n'a jamais eu de boulot stable ici, quand elle est arrivée. Son mari l'a laissé tomber. Elle a élevé, donc quand je suis parti, elle a élevé son fils, Stéphane, sa fille Mélodie, avec son revenu salarial, c'est-à-dire avec l'aide de l'État. Il est docteur en sciences en bioinformatique. Elle est fonctionnaire de la fonction hospitalière. Stéphane, parce que l'État est là, sans 1 euro salarial des parents, il n'a jamais dû arrêter l'école pour aller travailler. Il allait au bout. On est dans un pays où tout est possible. Donc, moi, si ma fille, elle n'est pas médecin, j'ai loupé ma vie. Quand je dis médecin, elle peut être chercheur, elle peut aller sur la Lune, mais je veux dire, nous, c'est médecin. Ah ouais, pourquoi toi c'est... Alors, quel métier, plus beau métier, même si, par exemple, être instituteur ou professeur à l'école, c'est top, mais quel plus beau métier que de sauver la vie des gens. Sauver la vie des gens. Et en plus, quand tu es médecin, si on t'a élevé, j'en connais peu, si on t'a élevé là-dedans, ça c'est notre devoir à nous, et que tu prends deux fois une semaine dans l'année, c'est rien, pour aller opérer, soigner gratuitement des pauvres gens qui prient Dieu quand leurs enfants sont malades. Tu vas les soigner gratuitement. Ouais, il y a quoi d'autre de plus beau que ça? C'est des choses que je répète souvent. Allez voir, tapez, et qu'est-ce qu'elle a fait après ça, plus Jean-Jacques Goldman. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman. En fait, j'ai vu par hasard une émission où il expliquait pourquoi il a écrit cette chanson. Il était un jour devant la télé, l'après-midi en plus, je crois. Il a vu une infirmière religieuse en Afrique, et qui avait mis au monde un enfant qui était mort, enfin, qui ne respirait pas. Elle s'est battue, on le voit dans le truc là. Elle s'est battue, elle l'a machiné, elle le giflait, et puis, mais ça a mis longtemps. En je ne sais pas combien de minutes, il faudrait que je le regarde. Et le gamin, il a recrié, il a, entre guillemets, elle a ressuscité un mort. Et la chanson, et qu'est-ce qu'elle a fait après ça? Cette dame, cette infirmière religieuse, donc c'est une religieuse qui est infirmière, elle vient de sauver la vie d'un nouveau-né. Elle va faire quoi après? Elle va boire une bière, elle va prendre un thé. Ça y est, waouh, c'est énorme ce qu'elle a fait. Il y a rien de plus haut que ça. Voilà. Ouais, je vois. Donc, et toi, en tant que père, comment de quelle manière tu t'y prends pour donner goût, tu vois, à ton enfant, tu vois, faire un métier qui a de l'impact sur les gens? L'exemple, on est dans l'entourage qui se ressemble, s'assemble, et il y a une histoire, alors c'est abrahamique, mais c'est très repris par la religion musulmane, ou par ceux de culture musulmane. Quand il y a eu le déluge, Noé, il y a 3-4 personnes, des bonnes personnes, avec un chien. Alors un chien dans les religions, notamment dans l'islam, est quelque chose d'impur. Les chiens, ça sert à garder les moutons, mais rien d'autre. Il ne vient pas sur ton canapé. Donc ça veut dire quelqu'un de... Ils auraient pu mettre même un cochon à la limite. Donc un chien, en fait, il se réfugie dans une grotte et il s'endorme. En fait, on va dire... légende. Des centaines d'années passent et ils se réveillent un peu. Et en fait, c'est 4 hommes qui sortent. Il n'y a plus de chiens. À côtoyer des gens bons, tu deviens bon. À côtoyer des gens mauvais, tu deviens mauvais. On parle de relations dans les quartiers. À côtoyer des gens qui sont tous, qui ont fait des études dans un milieu où tous les enfants, après l'école, ils viennent, ils prennent un goûter, ils travaillent 2 heures, ils mangent, ils dorment.
bah, ceux-là, forcément, ils vont réussir. Hein. Tu n'auras pas de clochard dans la famille. Mm. Tu arrives de l'école, c'est ce qu'on appelle la reproduction des inégalités par l'école Pierre Bourdieu. Dans une famille où l'enfant arrive, il n'y a même pas de goûter, maman vérifie pas ce qu'elle fait, elle se douche pas d'ailleurs. J'avais oublié le bain rituel quotidien. Après, elle mange, ils mangent même pas ensemble en même temps. Après, Maillard, donc j'aime bien dire Maillard, moi. Après, je regarde Star Academy jusqu'à 23h15. Et je dors. Mais comment vous voulez que Maillard ait 17 au bac et réussisse médecine ou Sciences Po ou je sais pas. C'est impossible, c'est impossible. Maillard sera comme son père. La reproduction des inégalités sociales par l'école. Voilà. Tu ressembles à... Moi, dans tout mon entourage, il y a beaucoup de gens qui sont... le professeur de psychiatrie, c'est le patron de la psychiatrie à Poitiers, Nemad Dollar Jafari, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. Et Djihad Mchek, le professeur Djihad Mchek, le professeur de chirurgie infantile, c'est le voisin d'en face de Madame et de Chirine. Ces deux enfants ont réussi le concours de médecine dès la première année. C'est ces gens-là qu'on côtoie. Donc, elle a cet exemple-là. Oui. Ben justement, pour rebondir sur l'entourage, effectivement, comme tu dis, il y a aussi un proverbe qui est souvent cité, c'est on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Si tu côtoies des gens bons, cultivés, intéressants, qui ont de l'impact positif, bah, tu seras probablement le prochain. Comme si tu côtoies des gens, je veux être champion de boxe, si je me fais entraîner par un ancien champion, j'ai plus de chances de le devenir, entre guillemets. Et pour continuer sur l'entourage, est-ce que, donc là, on a bien compris que toi, c'est vraiment quelque chose qui est important, et dans ta carrière, est-ce que vraiment quelle place a eu l'entourage dans ta carrière? Tu vois, peut-être dans les mauvais moments comme dans les bons. En quoi ça t'a aidé, toi? Et quel a été ton entourage? Forcément, mais moi, je suis un self-made man. Je me suis fait tout seul. J'ai marché toujours tout seul. À une époque, ma première épouse, qui posait plein de problèmes sur certaines choses, m'a aidé sur plein d'autres. Vraiment, la personne que j'ai choisie, qui m'a beaucoup aidé pour que j'avance, c'est Mohamed Benama, mon entraîneur de 2000 à 2009 à Blagnac. Il n'y a que lui qui a réellement compté. Après, pour ma vie socio-professionnelle, financière au début, parce que j'avais une bourse par le Conseil général, et socio-professionnelle, puisque j'y ai travaillé 10 ans, c'est Philippe Moreau, le directeur de cabinet de Monory, qui était donc la personne la plus importante dans le département. Voilà, mais j'en citerai pas 4, 2 ou 3 personnes. Ah, intéressant. Et tu parles justement, toi, cette nature de self-made, c'était important pour toi justement de faire les choses par toi-même? J'ai commis plein d'erreurs, mais c'est moi qui les ai commises. Et j'ai eu des réussites, c'est moi. Je dois pas grand-chose si je dois beaucoup à la France en tant que nation. Je dois à Philippe Moreau, parce que c'est lui qui m'a permis, voilà. Je dois, et c'était son travail, à Mohamed Benama comme entraîneur, il est très bon et il est très humain. À la limite, lui, c'est normal. Et je lui dois quand même. Philippe Moreau, c'est un choix qu'il a fait de m'accompagner. Et la France, qui est protectrice. Mais après, le reste, les erreurs et les réussites, c'est moi tout seul. Ouais, c'est intéressant. Et pour en revenir, tu sais, tu parlais des rituels que tu avais dans les vestiaires juste avant les combats. Est-ce que avant de monter sur un ring, parce que quand même tu montes sur un ring pour te battre, pour combattre face à quelqu'un, est-ce que à ce moment-là, je sais pas, tu te répètes des choses, est-ce que tu ressens quelque chose de spécial? T'es serein, t'as toujours été serein. Il y a beaucoup de combattants qui avaient peur, qui ont peur avant de monter. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes, tu vas gagner. Ah ouais, toujours le côté positif. Il faut que tu gagnes, tu vas gagner. Ah ouais, donc toi tu disais je vais gagner le combat avant même de monter sur le ring, quoi. T'étais déjà convaincu, quoi. Ça t'est arrivé de douter, genre la veille avant de dormir? Chaque combat que t'as fait, t'étais convaincu de gagner. Et ça, c'était dû au fait que tu savais que tu te préparais bien, que tu étais bien préparé. La première chose, c'était ça, parce que on se préparait très consciencieusement, tactiquement avec Ben. Les choix tactiques, boxe, c'était lui. La prépa physique, c'était moi et lui. Et puis, quand la préparation était finie et que tout s'était bien passé, je savais que ça allait être dur de me battre. Voilà, et puis après, il y a cette confiance en soi qui te permet d'aller plus loin.
Ça, tu l'as toujours eu, ce truc, cette confiance? En boxe. En boxe? Pas dans la vie de tous les jours. C'est la boxe qui m'a permis de devenir comme ça. Je l'ai eu en boxe et après, maintenant, je l'ai dans la vie. C'est quoi les valeurs que la boxe peut apporter à un individu? Pugnacité, confiance en soi. Moi, je raconte parce que moi, j'étais un adolescent craintif, pas très courageux. Je raconte aux mamans qui sont il veut Mathieu, il veut faire, mais le nez. Je dis, madame, mettez-le au rugby, au judo et à la boxe. Et vous avez un petit gamin, dans 3 ans, vous aurez un bonhomme, vous allez le récupérer. Donc, beaucoup la confiance en soi. Voilà. Pugnacité, confiance en soi. Après, le reste, c'est du violon. Le reste. Ouais. Et ça t'a permis de beaucoup voyager, du coup? France seulement, en France. Ah parce ouais? Moi, je voyage beaucoup depuis que je suis au ministère des Sports pour la boxe. Parce qu'en boxe olympique, tous les tournois se passent à l'extérieur. Je voyage dans toute l'Europe avec des équipes de France. Sinon, en boxe professionnelle, j'ai fait pour voir des combats... États-Unis. Oui, New York et Las Vegas, mais j'ai jamais boxé. Après, les camps d'entraînement se passaient en France, donc j'ai pas beaucoup voyagé. Je voyage beaucoup au niveau du travail maintenant. Mais tu fais quoi maintenant? Je suis au ministère des Sports, D'accord. conseil technique pour la Fédération française de boxe. Une partie de mon travail, c'est les équipes de France. Okay. Il y a des camps d'entraînement en France, mais tous les tournois se passent à l'étranger. Okay. Dès qu'il y a combat, on va Hop, ouais. En Russie, au Kazakhstan, en ça, Pologne, c'est cool. et tout, en Espagne. T'aimes bien voyager, c'est un truc qui te plaît? Découvrir les cultures? Oui, qui n'aime pas? Ouais, c'est clair, c'est plutôt... Non, c'est sympa. Mais écoute, top. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais qu'on aborde? Oh, il y en a plein, mais c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Il y en a plein, non, c'est pas le lieu. Ça dépend des... Quels sont les... Ça m'intéresse, c'est quoi la peut-être? laïcité, l'adaptation de ceux qui viennent de l'extérieur. Ouais, qu'est-ce que nous, et tout ça, mais c'est un trop long... Non, mais si, on peut en parler un petit peu, c'est important parce que... quoi dire? C'est trop long débat, c'est un trop long débat, mais... c'est un chapitre à lui-même. Après, moi, tu vois, pour parler de peut-être, tu vois, ce qu'apporte le sport, je trouve, c'est que ça permet justement à n'importe quel individu, peu importe d'où il vient, peu importe sa culture, sa condition initiale, d'avoir un ascenseur social. Tu vois, de pouvoir s'élever dans la société par ses compétences, par sa volonté. Tu vois, c'est ça qui est bien, je trouve, dans le sport, c'est que ça reste encore un ascenseur social. Mais le vrai ascenseur social... C'est là où tu vas de 8h à 16h ou 17h ou 18h, c'est l'école. Le vrai ascenseur social, le sport, c'est la pratique sportive, culturelle. Ça concerne 10 gars. Ouais. Il y a 100 footballeurs qui gagnent bien leur vie, 3 handballeurs. Ça, c'est normal. Quand tu deviens champion de quelque chose, c'est normal. Mais je reviens encore, et je le redis, j'aurais préféré... Alors, c'est facile de le dire, parce que j'ai goûté... J'aurais préféré être chirurgien au CHU de Poitiers que Maillard Monchevaux champion du monde. Ah ouais? Ah bah largement. Encore une fois, quand les uns et les autres mettent leurs enfants en sport, ils sont derrière, ils veulent les envoyer dans les pôles France. Je dis, faites-le. Ma fille, elle fait du sport, tranquillou. Là, elle va jouer au badminton. Elle a fait 6 ans de natation. Quand ils ont demandé à ce qu'elle y aille 3 fois par semaine, c'est trop. On a arrêté, elle a arrêté. Là, elle fait du badminton, elle se fait plaisir. Là, elle vient d'arrêter, elle fait du tennis. C'est du plaisir. Qu'elle soit bien dans sa tête, dans sa peau, qu'elle fasse du sport. Ah oui. Et le seul truc, c'est quand elle rentre le soir, puis le travail, le week-end, le travail, pour qu'elle soit un métier où elle vivra confortablement toute sa vie, où elle sera utile. Bref. Par rapport à ta génération, justement, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, etc. C'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus? Parce que c'est vrai que on voit beaucoup de sportifs émerger, non pas parce qu'ils sont très bons, mais parce qu'ils savent bien se médiatiser sur les réseaux sociaux. Moi, si j'étais champion du monde d'origine iranienne aujourd'hui, mais je serais la star en Iran. Ouais. Et ça engagerait notamment beaucoup de notoriété, de business à mettre en place, de l'argent tout simplement par les Iraniens aux États-Unis.
si j'étais champion du monde aujourd'hui, je ferais des combats à Las Vegas, enfin Los Angeles plus précisément. On a essayé de mettre en place un combat à Los Angeles, mais il y avait 3 gars qui me connaissaient parce que ils s'intéressaient au sport. Aujourd'hui, s'il y avait un champion du monde, donc né d'Iran, en Iran, je suis arrivé à l'âge de 10 ans, donc un vrai Iranien, pas un gars qui est né depuis 2 générations ici, champion du monde, mais je serais la star mondiale des Iraniens. Voilà, c'est vraiment, voilà. Mais il y a 10 ans, quand j'ai fait mon dernier combat en 2008, Facebook, c'était le début. Ah ouais. Alors, je ne parle même pas d'Instagram et du reste. Voilà, c'est comme ça. T'as des réseaux aujourd'hui? T'as Insta? Oui, Instagram. Et Insta, je l'ai découvert il y a 4 ans seulement. Parce qu'en fait, au début, je voyais qu'avec des photos, je disais c'est un truc un blog? Non, pardon, comment ça s'appelle quand on veut juste se montrer celui qui est mort en se regardant trop dans l'eau de M'as-tu vu? Ouais, oui, ok. Et en fait c'est un Iranien qui est dans les affaires qui m'a montré, il m'a dit non Maillard, c'est un peu plus important que ça. Donc là, et en Iran ils sont très Instagram. Le meilleur moyen de communiquer c'est Instagram. Facebook c'est déjà has-been un peu, puis Facebook. Là par exemple vous serez décalé le 13 septembre, à 1 an, à la date anniversaire de l'arrestation de Mahsa Amini, la jeune Iranienne qui est morte, tuée pour des problèmes de hijab et compagnie, qui a enclenché la révolution en Iran. Donc nous, à la date anniversaire, on fait une conférence de presse qui est en monde de vision, parce qu'on demande à ce que l'Iran soit exclu des Jeux Olympiques de Paris sur les disciplines, 5 disciplines, où on ne laisse pas les femmes participer. Donc on a BBC, l'international, on a les gens normaux, enfin les médias classiques qui sont là, mais rien que par ma page Facebook et surtout Instagram, je vais pouvoir le relayer bien plus que mon champion du monde il y a 13 ans, il y a 14 ans. Ah ouais. On est dans un autre monde. Ah ouais, c'est fou. Et l'Iran, du coup, aujourd'hui, ça occupe quelle place pour toi? Tu y vas Je peux plus y rentrer. Ah oui. On m'arrête à l'aéroport si j'y vais. J'ai organisé le premier combat de l'histoire d'une Iranienne en boxe. J'ai organisé un combat qui a été justement diffusé dans le monde entier. Et si demain je vais à l'aéroport, on m'arrête à l'aéroport. Donc, mais ça m'est égal, c'est pas très important. Ah ouais, d'accord. Ouais, ta vie est ici aujourd'hui. Ouais, d'accord. Ok. Et dans la culture iranienne, est-ce qu'il y a eu vraiment des choses qui ont fait partie, on va dire, qui t'ont servi, peut-être culturellement, ou des habitudes? Oui, la culture d'excellence. Ah ouais. Je reviens. Mon papy, il savait pas lire et écrire. Et c'est pas qu'il écrivait mal ou lisait mal, il savait pas les réécrire. Ok. Ses enfants ont fait des études, les filles sont professeurs au collège-lycée, institut. Mon père était numéro 1 au concours sur la grande région. Son frère, mon oncle, qui était général à l'armée, a fait ses études aux États-Unis. Et maintenant, chez ses petits-enfants, il y a 3-4 docteurs. Il y a mon frère qui est au firmament. Donc, on a cette culture, c'est quoi que tu viennes, d'où tu viennes, donc, quel que soit ton niveau bas ou bas, l'école doit te permettre de gravir les échelons. Et ça, on l'a perdu complètement en France. Donc, 95% de ma culture est française, 5% iranienne. Dans les 5%, donc j'ai gardé ce on n'a pas en France. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait un mois et demi de guerre. Ils se sont opposés aux Allemands pendant 1 mois et demi. En Iran, 8 ans de guerre contre l'Irak, entre 500 000 et 1 million de morts. C'est 500 000. Mon oncle, général de l'armée, il m'a dit 500 000, ça n'a jamais été ça, c'est 1 million. Ils se sont sacrifiés pour la patrie. Et deuxièmement, cette histoire de culture d'excellence, ta seule voie pour les enfants, c'est les études. T'as intérêt. J'ai l'anecdote de mon meilleur ami, le professeur Jafari, donc, qui est le patron de la psychiatrie en région, de la psychiatrie adulte.
Et il a son papa qui était électricien, sa maman, pareil, analphabet. Son papa qui était au Qatar faire du business. La maman les élevait seuls. Un jour, il arrive et il voit sa mère en train de taper, de punir un de ses frères, lui taper avec un bâton sur la plante d'épée. Il dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il a une mauvaise note. Elle ne savait pas les réécrire. Et en fait, elle avait appris le 2 et le 0. Pour dire, le 20, c'est bien. Donc, il avait eu 18 ou 19 et il le punissait. Tous ses enfants, donc, ils sont professeurs en psychiatrie, podologues, de kiné. Voilà. T'as qu'un devoir quand t'es ado et quand t'es gamin, travailler à l'école. T'as rien d'autre à faire. Et ça, on l'a. Mais je suis un vrai Français. Moi, je connais la France autant que les autres. Pas moins que les autres. On l'a complètement perdu en France. Le fameux, il fera ce qu'il veut, ce qu'il peut. Moi, je comprends même pas. Je comprends même pas. Ça s'explique, je pense, parce que ton mindset s'est construit différemment, vu que tu viens d'une autre culture. Pas que moi. Les Iraniens, ils sont comme ça. Les Iraniens, ils sont comme ça. Il faut Mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'en France, le système scolaire... Alors, moi, j'estime qu'il y a des métiers où c'est nécessaire de faire des études. Tu veux travailler dans la médecine, tu veux être policier, tu veux être pompier. Tu es obligé de passer par un cursus académique. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, la valeur d'un diplôme est beaucoup plus faible qu'il y a 10-20 ans. Et qu'aujourd'hui, les études supérieures ne sont pas nécessaires pour réussir dans la vie. Oui, mais la question, elle n'est pas là. La question, moi, si j'avais un garçon, je préfère qu'il soit professeur d'université, médecin, qu'au même niveau financier, être plombier. Et c'est génial d'être plombier. Oui. Pas chez moi, il y en a ça ailleurs. Soyez plombier. Voilà. Je vois. Et c'est pas un gros mot de dire ça. Non. Voilà, c'est pas un gros mot. C'est un choix personnel. Des plombiers, c'est génial. Et moi, ce que je raconte en Iran, il y a des plombiers. Je parle même pas celui qui était machin, et il a eu l'entreprise et maintenant il a 500 salariés. Non, je te parle d'un plombier normal qui a 3-4 salariés, qui gagne bien sa vie et tout. Génial. Moi, mon fils sera pas plombier, c'est tout. Mais j'ai le droit, c'est pas un gros mot. Mais justement, si on creuse ça, pour quelle raison? C'est que tu estimes justement que tes enfants doivent... On est beaucoup sur ce qu'on appelle les métiers durs, le savoir dur. On est là-dedans, voilà. Dans l'académique. Il y a des super métiers, plombier, enfin tout ce qui est... Manuel. Moi, je reviens, j'ai des copains, Yohan Boidron, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Et il était toujours au fond de la classe, il sortait avec les plus belles filles quand nous, elle ne nous calculait même pas. Et Yohan, il est comme beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie, il retape des maisons. Il achète des maisons, il retape. Il est c'est génial. En plus, il gagne bien sa vie. Pas de souci. Pas mon fils si j'avais un fils, c'est tout. C'est pas un gros mot, c'est un choix. C'est un choix de vie. Et comment tu t'y prends du coup ça c'est bon. Justement, l'idée c'est... pour justement amener son enfant à vouloir justement emprunter une voie que tu estimes bonne. Déjà, lui donner un cadre de vie. Je la raconte toujours. On va la chercher depuis qu'elle est petite. Elle arrive, donc le goûter dans la voiture, dans le trajet, quand elle a faim ou à la maison. Donc, récupère à l'école à l'heure. Goûter, devoir, bain ou bain, devoir, dîner, petite lecture et dodo. Je reviens, ma fille, elle n'a pas une seule fois de sa vie. Aujourd'hui, elle a 13 ans, elle est grande, elle fait sa grande et tout. Et elle lit énormément parce qu'on cadenasse l'écran, l'ordinateur, mais elle l'a parfois. Chez moi, elle triche un peu. Mais ma fille, pas une seule fois à 13 ans de sa vie, elle a regardé une émission de télé le soir. Pas une seule fois, c'est pas arrivé une fois. Pas une seule fois. Quand je vais chez mes amis, voilà. Je vais donner un autre exemple d'ailleurs. Et qui ont leurs enfants tous les deux futurs médecins, je sais comment ils règlent leur vie. Et ils sont pas moins heureux que les machins. Ils n'ont pas ces besoins-là. Je lui ai posé l'autorisation de parler de lui. Hamid Amcha est un chirurgien orthopédique. Il pose des genoux, des tiges et tout.
d'origine, donc il est né en Algérie, de parents kabyles. Son père est venu ouvrier, le truc classique. Le truc classique qui doivent amener pour être trafiquant de drogue. Vous allez voir. Hein. Ou problème à galère. Son père vient ouvrier à l'usine Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Au bout de quelques années, ce qu'on entend parler, le regroupement familial dans les années 60. Donc Hamid vient à l'âge de 3 ans, après il avait des plus grands qui viennent avec lui et d'autres qui sont nés là. Quand il vient, le papa, il reste pas à Aulnay. Il aurait pu avoir un grand logement HLM, il vient à Paris, il va dans un petit truc en rigolant, quand tu fais 2 pas, tu touches le mur du gauche, tu fais 2 pas, tu tournes le mur du droit. Et le papa, au lieu d'habiter à côté de l'usine, il faisait 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir pour aller à Aulnay-sous-Bois. Tous ses enfants ont réussi. Papa, il était ouvrier, l'ouvrier de base, et maman, femme au foyer. Ouais. Et l'école étant gratuite en France, il y a Hamid et le reste, c'est pareil. Voilà. On est dans un pays où il suffit de travailler. Après, tout le monde ne peut pas être médecin et tout. Moi, ma fille sera médecin, mais tout le monde n'est pas médecin. Ou moi, j'aimerais bien que ma fille soit... invente un truc pour opérer le cerveau, ça fera... Non, pour opérer le cerveau, mais ça ne sera pas le cas. Et sur un médecin normal, c'est déjà bien. Tout le monde, chacun son niveau. Et si dès le départ, et ça c'est très français, je l'ai entendu nulle part ailleurs, ça existe ailleurs, je le connais, ça existe pas en Iran, il fera ce qu'il pourra et ce qu'il voudra, mais je gerbe ça. Vous avez loupé un truc, les gars, vous avez loupé un truc. Vous avez l'école qui est gratuite en France, et tu dis, ah oui, si elle est vendeuse à la boulangerie du coin, si elle est heureuse. Ah oui, pas ma fille. Voilà. Mais tu vois, parce que toi, de ta vision des choses, tu as conscience que l'école, c'est une vraie chance, le savoir et l'éducation, c'est une chance. Et vous l'avez perdu, ça. Vous l'avez complètement perdu. Après, il y a aussi ce truc où les programmes scolaires n'ont pas évolué. Ça, c'est un truc de... C'est-à-dire, ce qu'on enseignait à mes grands-parents, c'est les mêmes programmes qu'on enseigne aujourd'hui. Enfin, les méthodes, oui. Après, oui. Et puis, l'inégalité, la reproduction de l'école, la reproduction des inégalités sociales. J'ai une autre amie, docteur en éco, Paris, elle habite boulevard Aix-Almans. Sa fille, elle est... son garçon est dans un établissement Montessori. Il parle pas avec les mêmes choses que Hamid, mais sauf que Hamid, qui est multimillionnaire aujourd'hui, il est à l'école de la République, à l'école gratuite. Si tu bosses, tu pars au bout. Et tout le monde ne peut pas. Tout le monde je le sais pertinemment. Tout le monde ne va. Mais même si tu es plombier, c'est un bon plombier, parce qu'il y a des bons et des mauvais plombiers, comme il y a des bons et mauvais chirurgiens. En tout cas, moi j'ai une fille. Si elle n'est pas médecin, j'ai raté ma vie. Allez, le mot de la fin. La boucle. Ok, écoute, non mais Maillard, c'était cool de t'avoir. On a partagé, tu as partagé pas mal de choses. En tout cas, je pense pour les personnes qui vont voir ça, ils vont pouvoir comprendre que dans la vie, et surtout à l'école, vouloir... attends, c'est quoi ta phrase? Redis-la nous là. Quand on veut, on peut. Non, c'est pas moi. Non, mais quand t'as dit avec ta fille là, est-ce que tu peux la ressortir ce que les Français pensent? Il ou elle fera ce qu'il voudra et qu'il pourra. Mais arrêtez vos conneries. Voilà. Arrêtez vos conneries. Évidemment, c'est si tu mets, allez, on va venir plus basique. Alors les autres ils visent plus haut. Et si ton gamin, par exemple moi ma fille quand elle a commencé la natation, elle a fait 0 compétition. Il y avait un rassemblement 2 fois par an. Il n'y avait pas de chronométrage et elle a fait ça. Mais si je lui dis fais ça, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il y ait ce championnat olympique de natation. Forcément. Il faut que je m'attende. Donc la même chose pour l'école. Si tu commences à lui dire oh mon petit, t'as eu 10,5, c'est mieux que ton 8 de la semaine dernière, oui, si tu veux. Mais si tu t'es contenté de 8-10, t'attends pas plus. Et je reviens, vous vous rendez pas compte, on est dans un pays où l'école est gratuite. Où c'est l'exemple de mon cousin. Il est docteur. Sans papa pas là, maman pas de travail. La même situation, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, ce sont des pays où il y a des classes sociales qui existent, en France,
ou dans les pays en voie de développement comme l'Iran, l'Inde, Pakistan, une maman isolée, elle dit quoi? Soit elle marie sa jeune fille pour que le garçon continue à aller aux études, soit il dit au garçon, va travailler, amène de l'argent à la maison pour que je ne marie pas de ta sœur. Elle est obligée de faire des choix. Ici, non. Donc voilà, la messe est dite. Il y a une question que je pose du coup systématiquement à chaque fin de podcast parce que le podcast s'appelle Zero to Hero. Pour toi, Maillard, c'est quoi la définition de quelqu'un qui passe de zéro à héros dans sa vie? Je dirais beaucoup travailler. Travail. Tu penses que le travail bat le talent? Évidemment. J'ai battu des gens qui savaient super bien boxer, qui étaient au-dessus de moi, et je les ai écrabouillés, évidemment. Quand on parle en immobilier, les 3 secrets, c'est emplacement. Oui. Là, sur la réussite, zero to hero, c'est travail. Après, tu as des gens qui travaillent dur et qui n'y arrivent pas. Ouais, mais après, tout le monde ne peut pas être champion olympique ou champion du monde, et tout le monde ne peut pas être millionnaire, et tout le monde, chacun à son niveau. Mais ils sont arrivés à là au lieu d'arriver tout en haut, s'ils n'avaient pas travaillé, ils seraient pas là, ils seraient tout en bas. Voilà. Après, chacun à son niveau, chacun avec son potentiel. Travail. Après, il faut être accompagné, il y a l'intelligence, tout ça, non. Travail. Mais pour toi, du coup, ce qui différencie quelqu'un qui va devenir champion dans sa discipline, champion médecin, champion chirurgien, champion plombier, champion business, c'est, du coup, si tu devais donner 3 clés, on a parlé de confiance en soi, de remise en question, si tu avais 3 clés à partager, quelles seraient-elles? Travail. Comme l'emplacement. Travail. Mohamed Benama, encore une fois, lui, il me racontait, il me disait, un gamin, quand il dit, il accompagne tout le monde, du plus petit niveau à moi. Il entraîne de la même façon avec autant d'investissement. Moi, qu'un petit gamin qui a des défaites ou qui est bon à rien ou qui est gros. Mais il leur dit une chose, triche pas. Fais-le pour de vrai. Quand il dit ça, c'est la même chose. C'est travail. C'est la même histoire avec une autre phrase. Il dit triche pas, fais-le à fond. Quand il dit triche pas, fais-le à fond, c'est l'histoire du travail. Yes. C'est la même. Il n'y en a pas un deuxième secret. Maya. Uppercut. Bonjour Covid. Bonjour Covid. Merci Maillard, les amis. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire. D'ailleurs, sur le sujet de l'éducation à la fin, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Merci d'être restés jusqu'au bout, les amis. Et puis, je vous dis à très vite. Salut.